Il faut le dire, les interviews de Pascal Fourier avec Cédric Durand, maître de conférence en économie à l'université de Paris 13, qui a coordonné l'ouvrage intitulé « En finir avec l'Europe », qui a fait grand bruit au début de l'année 2013, sans doute parce que ses auteurs n'apparaissaient pas a priori comme critiques virulents de l'Union européenne. Or, virulente, la critique l'est, et ce, dès les premières pages de l'introduction rédigée par Cédric Durand lui-même. Il dit dès l'abord que l'étude que les auteurs ont faite du projet européen, je cite, « fait apparaître un projet de classe dont la violence structurelle est décuplée par sa fragilité. » Puis, plus loin. Pour l'Europe en crise, tituber sur ses deux jambes, c'est accélérer un processus d'intégration sans légitimité démocratique et radicaliser l'agenda des réformes néolibérales. Autrement dit, asphyxier la délibération démocratique pour mieux livrer les sociétés européennes au processus d'accumulation du capital. La critique de l'Union européenne est trop souvent abandonnée au Front National. Aussi, la première question que j'ai posée à Cédric Durand était celle-ci. Est-ce qu'il y a une nécessité, quand on est de gauche, de poser une critique radicale de l'Union européenne? Et si oui, pourquoi? Voici sa réponse. Oui, c'est absolument nécessaire. C'est absolument nécessaire parce que l'Union européenne, telle qu'elle s'est construite, est un projet de classe. C'est pas un projet qui est neutre, qui serait uniquement le passage d'un échelon de gouvernement à un autre. C'est à l'occasion de ce changement d'échelle, un changement de la nature sociale des institutions politiques qui se mettent en place. Pour faire simple, l'idée clé est qu'il y a eu, au lendemain de l'après-guerre, la construction d'un capitalisme démocratique, une forme de compromis social entre les exigences du développement capitaliste d'un côté et d'un autre côté la force du mouvement ouvrier et sa capacité à obtenir des nouveaux droits, des améliorations régulières du niveau de vie, que ce compromis est entré en crise dans les années 70 pour plusieurs facteurs, on pourra revenir dessus, et que d'une certaine façon, le néolibéralisme est une manière de casser ce compromis. Et en Europe, là où le compromis a été le plus loin, où les droits sociaux ont été les plus avancés, la casse de ce compromis est passée par ce changement d'échelle, mis en place à partir du milieu des années 80, relancé à partir du milieu des années 80 autour du projet de marché unique, et où il s'agit de construire une nouvelle entité supra-étatique, un proto-État, un État potentiel en devenir, mais dans lequel les compromis qui s'étaient sédimentés dans la période précédente n'ont plus lieu d'être, ne sont plus légitimes. Mais c'est circonstanciellement que l'Union européenne est devenue néolibérale, non? Il y a au début une partie du projet... Le projet européen au début est ambigu d'une certaine façon. Il est ambigu parce qu'il rassemble des gens relativement différents. Ce qui est certain, c'est qu'il s'inscrit dans l'ancrage dans le capitalisme occidental dirigé par les États-Unis dès sa naissance. Et les premiers pas de la construction de l'Union européenne se font véritablement dans la suite du plan Marshall, avec une exigence des États-Unis d'aller vers un grand marché pour bénéficier d'économies d'échelle et améliorer l'efficacité économique de ce point de vue-là. Donc il y a un ancrage occidental, dans le capitalisme occidental, de ce projet au départ. Il y a aussi un ancrage, mais un petit peu différent, qui est un ancrage ordolibéral, qui se construit sur la base d'une tradition libérale qui est fortement développée en Allemagne, et autour de l'idée qu'il faut limiter la démocratie pour ne pas mettre en danger le processus d'accumulation du capital. Et cette velléité d'encadrer la démocratie, de limiter la démocratie, apparaît juridiquement dès le traité de Rome. Dans le traité de Rome, la primauté accordée à la concurrence est d'ores et déjà une limite importante à la démocratie. Pour autant, et à raison, on a pu argumenter sur le fait que dans ces premiers temps, la construction de l'Union européenne avait été un moyen de renforcer les économies des États-nations et donc les compromis démocratiques qui se construisaient à cette époque-là. Les compromis sociaux et démocratiques qui se construisaient à cette époque-là, dans les années 50 et 60. Et c'est vrai, d'un certain point de vue, l'élargissement des marchés, à ce moment-là, ont été des facteurs d'efficacité économique, et les États y ont trouvé un moyen de renforcer leur propre compromis domestique. Néanmoins, les germes juridiques de cette autonomisation
de l'ordre juridique de l'économie, hein, de cette distanciation des règles économiques vis-à-vis de la démocratie, étaient déjà présents. Hein, et s'ils ne se sont pas matérialisés immédiatement, petit à petit, ils se sont sédimentés dans la jurisprudence de la Cour de justice européenne, tout au long de ces décennies. Et puis surtout, ils ont servi de base au lancement du projet de marché unique dans les années 80, et qui là est un projet qui réalise, si vous voulez, d'une certaine façon, les promesses envisagées au moment du traité de Rome et qui ne s'étaient pas matérialisées jusque-là. Au tout début de l'entretien, vous avez utilisé le mot classe. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Les classes sociales sont classiquement définies dans le marxisme en fonction du rapport aux moyens de production, ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui n'ont d'autre choix que de vendre leur force de travail parce que ils ne possèdent pas les moyens de vivre de leur propriété ou de leur capacité à faire tourner des machines, des outils, des bâtiments qui leur appartiendraient. Donc cette opposition de classe que je viens d'évoquer très succinctement dans la tradition marxiste est évidemment un grand sujet, un sujet extrêmement compliqué. La société est fragmentée en de multiples fractions de classes avec chacune leurs caractéristiques, mais de manière sans trop déformer la réalité, cette polarisation de classe est très opérante pour interpréter les trajectoires que l'on peut observer dans nos sociétés, et en particulier cette question de la trajectoire européenne. Pourquoi ? Parce que l'État n'est pas nécessairement un bloc homogène. C'est pas uniquement les bandes armées de la bourgeoisie, hein, pour reprendre la formule du manifeste du Parti communiste. C'est plus compliqué. C'est la cristallisation des luttes passées dans une série de règles institutionnalisées qui sont des formes de compromis. Et l'État qui s'est construit à l'après-guerre est un État qui incorporait toutes ces luttes, toutes les grandes grèves de l'après-guerre, la puissance du Parti communiste, le programme national de la résistance, se sont traduits par des institutions qui incarnaient cette force du mouvement ouvrier, cette force des exigences démocratiques et d'émancipation. Lorsque la construction européenne a été relancée dans les années 80, elle s'est faite dans un cadre dans lequel les mouvements sociaux, les luttes, la gauche plus généralement, n'avaient pratiquement aucun poids, aucune capacité d'intervention directe. Et par conséquent, les questions qui ont été sélectionnées, on peut parler de sélectivité d'une certaine façon dans la construction de l'État, du proto-État si on parle de l'Union européenne, les questions qui ont été sélectionnées comme pertinentes, les réponses qui ont été sélectionnées comme pertinentes ne faisaient aucune place aux exigences de ce qu'on peut appeler les classes populaires au sens le plus large, le mouvement ouvrier, mais on pourrait élargir aussi à d'autres questions démocratiques sociales comme les questions antiracistes ou les questions écologiques qui, si elles ont une certaine place au niveau européen, est relativement limitée. Donc, peut-être le point clé ici, c'est que la relance de la construction européenne dans les années 80, 90 et 2000, il faudrait aller jusque-là, se fait dans un contexte d'hégémonie absolue du capital transnational, à qui Jacques Delors demande même de faire un premier rapport qui aboutira à la construction du marché unique, et de la finance un peu plus tard, dans les années 90 et 2000. Dans ce contexte-là, et c'est aussi une des raisons qui explique la crise actuelle, les classes subalternes n'ont pas leur mot à dire. Et n'ayant pas leur mot à dire, n'étant pas capables d'intervenir à ce niveau européen, il y a un processus cumulatif qui se met en place. N'étant pas présentes au début, elles n'ont pas pu soulever des questions qui étaient légitimes à ce niveau-là. Ces questions comme le droit du travail, comme les procédures démocratiques, comme la protection sociale, les services publics, étant quasiment absentes de l'échelon européen, lorsqu'elles essayent de se mobiliser, lorsque nous avons essayé de nous mobiliser, par exemple dans le cadre de l'appel de Pierre Bourdieu pour un mouvement social européen, puis suite à ça, le Forum social européen qui a eu plusieurs éditions dans les années 2000, on n'a jamais réussi à peser, parce qu'il n'y avait pas d'agenda qui correspondait aux demandes des classes subalternes. Et donc il y a un processus d'exclusion, de marginalisation de ces classes subalternes au niveau européen qui se renforce. Mais paradoxalement, c'est aussi une des raisons des fragilités de ce projet européen. C'est que, on l'a vu avec la crise de l'euro qui a eu lieu autour de 2010, la question même de l'existence de ce projet européen a été posée. Bien sûr, il y a eu une résilience, bien sûr, la Banque centrale a réussi à contenir ces contradictions pour un temps, mais ça a révélé cette fragilité de l'Union européenne. Et cette fragilité, le fait que ce n'est pas véritablement un État, que c'est un projet étatique inachevé, révèle
est le résultat paradoxal du succès des classes dominantes à établir leur projet. Mais en réussissant à mettre en place un projet qui va complètement dans le sens de leurs intérêts, elles se coupent des moyens d'incorporer les classes subalternes. Et il y a une certaine exclusion des classes subalternes du projet européen qui en sape d'une certaine façon les fondements, la capacité à s'instaurer dans la durée. C'était peut-être ce qui était voulu, justement, d'exclure les classes subalternes. C'est exactement, c'est ce qui était voulu, mais ce qui n'était pas voulu, c'était la fragilité de ce projet-là. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'ambigu. C'était voulu, évidemment que... la question qu'on pose, c'est ce qui était voulu par qui, hein. Il faut voir les choses de manière un petit peu plus pragmatique. Qu'est-ce qui se passe dans les années 80 ? L'époque fordiste est close, les différents gouvernements font face à des difficultés qui sont l'apparition d'un chômage de masse, un échec relatif de la relance par le Parti socialiste en France, et puis une vague néolibérale extrêmement puissante dans le reste du monde, avec Thatcher, Reagan, et un changement d'humeur idéologique, si on peut dire, qui fait que toute une partie de la gauche bascule du côté du néolibéralisme. En 84, c'est vraiment un moment charnière de ce point de vue-là. Du coup, il faut réinventer un projet. Et le projet qui est réinventé, qui permet de se projeter au-delà, c'est le projet européen. Mais il se fait dans ce contexte de recul du monde du travail et de conversion d'une partie des élites issues de la gauche au néolibéralisme. Donc, de briques et de broc, on va inventer ce projet. D'abord, le marché unique, donc qui est d'une certaine façon la réalisation des promesses du traité de Rome, mais la monnaie unique. Théoriquement, ça ne marche pas. Il n'y a aucune théorie qui explique que ça devrait marcher. Et pourtant, on va de manière très pragmatique, parce qu'il y a un compromis géopolitique entre la France et l'Allemagne qui se noue, parce qu'il y a un mouvement de financiarisation qui est important et qui fait que c'est un avantage pour les multinationales et pour les banques d'avoir un grand marché domestique. On va avancer vers ce projet-là, et on va bricoler théoriquement des choses qui vont expliquer que la convergence, si elle n'est pas là avant, va se faire en fabriquant la monnaie unique, et donc que finalement ça va bien se passer. Donc si vous voulez, il n'y a pas de grand dessin d'un certain point de vue, c'est plutôt la résolution des différentes difficultés aux différents moments par les dirigeants, qui fait appel au rapport de force idéologique et au rapport de force sociaux, qui est filtré, si vous voulez, par ces rapports de force idéologique et ces rapports de force sociaux, et qui aboutit à des solutions qui sont ce qu'elles sont. Alors, donc de ce point de vue-là, l'affirmation de l'hégémonie transnationale et de la finance au niveau européen est le résultat du recul du mouvement ouvrier au moment où se définit le projet européen dans les années 80. C'est la décennie où le taux de syndicalisation s'effondre, où les partis communistes deviennent ce qu'ils deviennent avec la chute de l'Union soviétique, et où il y a une vraie crise idéologique. C'est les années tapis, les années fric. Bon. À un moment, vous disiez que c'était un projet inachevé, mais alors à ce moment-là, on n'a qu'à l'achever pour réintégrer les classes populaires à l'intérieur, allons vers le fédéralisme, enfin c'est peut-être ça, non ? Alors il y a toute une partie de la gauche, et des amis à moi, des gens que j'estime tout à fait, qui pensent effectivement qu'il est possible aujourd'hui de, d'une certaine façon, refonder à partir de l'existant l'Union européenne pour faire émerger des compromis sociaux et démocratiques au niveau européen, et pourquoi pas aller au-delà, pourquoi pas une société post-capitaliste qui émergerait au niveau européen. Ça me semble être une erreur, une grande illusion. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, je l'ai déjà un petit peu évoquée, c'est l'idée que la manière dont se sont construites les sélectivités au niveau européen, c'est-à-dire quelles sont les questions légitimes, qu'est-ce qui est traité, est quelque chose qui exclut les classes populaires. Par contre, de ce fait-là, on n'a pas de prise. Juste pour mémoire, quelles sont les principales compétences de l'Union européenne, les compétences exclusives ? Alors, c'est la concurrence, le commerce, la monnaie, et le quatrième, c'est la pêche et les ressources maritimes, qui est un petit peu décalé. Mais oui, dans ces trois premières questions, c'est des questions dans lesquelles interviennent qui ? Lorsque les bureaucrates européens veulent travailler sur ces questions, à qui ils ont affaire ? Ils n'ont pas affaire aux mouvements sociaux, ils n'ont pas affaire aux syndicats. Ils peuvent les consulter à la marge, mais qu'est-ce que les syndicats vont apporter comme contribution centrale sur la politique de la concurrence ? Ce n'est pas la question qu'ils posent, ce n'est pas la question qu'ils portent. Sur la monnaie, de la même façon, bien sûr qu'il y a une vision de gauche, pro-mouvement ouvrier de la monnaie, mais néanmoins, il y a aussi une facette de gestion de la monnaie qui fait que consulter les banques sera plus important pour réfléchir à comment on va élaborer la politique du crédit, etc. Le commerce, de la même façon, c'est quelque chose qui concerne les stratégies de développement international des firmes. Donc toutes ces questions qui sont traitées comme prioritaires, exclusives au niveau européen, sont des questions qui excluent le mouvement ouvrier. Donc ça, c'est la première chose.
il n'y aura pas, d'une certaine façon, d'émergence d'intervention des masses directement au niveau européen dans le processus politique, parce que les questions qui sont traitées, qui sont à l'agenda à ce niveau-là, ne sont pas celles que porte le mouvement ouvrier. Bon, il faudrait creuser un petit peu plus, je reviendrai peut-être un peu plus loin là-dessus. Deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas d'expérience économique et politique commune au niveau européen. D'une certaine façon, un des paradoxes de l'accélération de l'unification européenne, et en particulier de l'euro, c'est que ça a accentué les divergences entre les trajectoires des différents pays. Pour faire très simple, dans les années 2000, il y a eu 3 types de trajectoires. Premier type de trajectoire, c'est une période, c'est un rattrapage qui résulte de l'intégration de la périphérie centre-européenne dans le capitalisme mondial. Donc en gros, c'est ce qui s'est passé en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, etc. Qu'est-ce qui s'est passé entre 98-99 et puis la crise, en tous les cas, 2008 ? C'est une période où les multinationales arrivent, signent des contrats, réorganisent l'appareil productif hérité de l'époque soviétique, s'appuient sur une main-d'œuvre qui est relativement qualifiée, relativement douée, et obtiennent des gains de productivité très importants. Elles font des profits importants, mais dans le même temps, les salaires augmentent relativement rapidement. Donc vous avez une trajectoire de rattrapage industriel tout à fait classique. Deuxième zone, l'Allemagne. Complètement différent. En Allemagne, c'est une grande défaite du mouvement ouvrier. Il y a d'abord Auparavant, en Allemagne, il y avait beaucoup d'accords qui étaient des accords de branches qui étaient signés. Au lendemain de la réunification allemande, d'abord le patronat à l'Est puis à l'Ouest va petit à petit abandonner ces accords de branches. Et il va en résulter quoi ? Il va en résulter une casse, une fracture au sein du salariat majeur entre un salariat dans les cœurs industriels qui est très protégé avec des bons salaires, etc. et un salariat dans le secteur des services qui tombe extrêmement bas en termes de standards sociaux. Pour faire le livre sur l'Europe, j'ai été retrouvé jusqu'à des anecdotes où on pouvait trouver des personnes payées à moins de 1 euro de l'heure. Alors évidemment, c'est un cas extrême en Europe de l'Est, c'est pas la règle. Mais on descend extrêmement bas en termes de salaire, et les courbes montrent cette baisse des salaires réels dans le secteur des services en particulier. Donc, division, casse des droits sociaux en Allemagne, grande défaite du mouvement ouvrier en Allemagne. Et puis vous avez la périphérie sud-européenne, l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Bon. Dans ces pays-là, on a eu un rattrapage en trompe-l'œil. Les coûts d'emprunt ont fortement diminué. Ils ont même plus diminué qu'ailleurs parce que le taux d'inflation était plus important, donc les taux d'intérêt réels dans ces pays étaient extrêmement faibles. Du coup, c'était très avantageux d'emprunter. Et il y a eu des phénomènes de bulles, notamment dans le secteur immobilier. L'Espagne, de ce point de vue-là, est paradigmatique, où il y a eu un rattrapage grâce à un boom du secteur immobilier, un boom de la construction, beaucoup d'emplois dans le secteur de la construction, un boom des secteurs du commerce, toute une série d'activités qui ne sont pas des activités exposées au commerce international, qui sont des activités internes, mais qui ont été financées par la dette. Et dans le même temps, les déficits extérieurs se sont creusés, c'est-à-dire que le pays importait de plus en plus de produits manufacturiers, et plus grave encore, la part du secteur manufacturier dans ces pays-là a fortement diminué. Donc qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu une croissance forte, y compris un rattrapage en termes de salaire, mais sans développement, financé par l'endettement. Et la vérité de ce faux développement, c'est le moment de la crise où l'essentiel de ce qui avait été acquis dans la décennie précédente a été effacé en l'espace de 4 ans de manière extrêmement violente. Donc vous voyez, 3 histoires qui n'ont rien à voir. Comment organiser une expérience politique commune, une intervention politique commune sur des rythmes aussi différenciés ? C'est quelque chose d'extrêmement difficile et qui rend assez dubitatif sur la possibilité de faire émerger un grand moment constituant populaire au niveau européen. Zut, on n'allait pas pouvoir réformer l'Union européenne pour qu'elle soit porteuse des aspirations des peuples, des salariés, et pas seulement des multinationales et de la finance dont elle porte de fait le projet. Que faire alors ? Quels avenirs possibles se dessinent ? Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine avec à nouveau Cédric Durand.